Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. School TV Le Mag, vous le savez, une demi-heure consacrée à l'éducation de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Alix, on parle ping-pong aujourd'hui. Et on ravive des blessures profondes. Oh. On y va pour le sommaire de cette émission. La petite belle blanche qui a la côte, vous le savez, le tennis de table fait un carton plein au niveau des licenciés, fait JO et fait Lebrun surtout. Les deux frères qui ont porté haut les couleurs de la France lors des derniers Jeux Olympiques, les JO Paris 2024, suscitent forcément un engouement inédit pour ce sport. On en parle dans un instant. Passion pongiste, pourquoi cette discipline est-elle si envoûtante? Quand peut-on commencer à faire ses gammes? Est-ce qu'on peut le faire tout petit? Cette pratique est-elle un plus pour la scolarité de nos élèves? Élément de réponse dans un instant. Et puis il y aura une loupe. La loupe, c'est avec Alix. Et aujourd'hui, je vous parle d'une collaboration inédite entre e-sport et tennis de table. On va pas savoir tout de suite, non? Non. C'est de... D'accord. Les fameux teasing. C'est comme ça qu'on tease. Allez, on y va. Et on est en Skype avec nos deux invités. Je vous les présente sans plus tarder. Guillaume Simonin, bonjour. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Bonjour, manager détection à la Fédération française de tennis de table. Vous êtes en charge des moins de 13, c'est ça? Des moins de 13 ans, c'est ça? Oui, je viens d'entendre seulement la fin de votre phrase, excusez-moi, parce que j'ai eu une coupure son. Il n'y a pas de souci. Et on est également en Skype. Bonjour avec Kanaté Ali. Bonjour Kanaté. Merci d'être avec nous. Ancien joueur, je peux le dire. Ancien ou peut-être toujours entraîneur? Oui? Oui, tout à fait. Toujours entraîneur. Dirigeant sportif, je crois qu'on est entraîneur pour toujours, effectivement, dirigeant sportif. Et vous êtes président de la francophonie pongiste internationale. Qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? Alors, la francophonie est une institution qui a pour but de développer la pratique sportive de tennis de table dans l'espace francophone. Et elle regroupe également les fédérations nationales francophones. Aujourd'hui, nous avons 43 pays qui sont membres de la francophonie pongiste internationale. Alors, première question avec vous, Guillaume Simonin. Guillaume, on peut dire ping-pong ou il faut dire tennis de table en 2024 en France? On dit ce que vous voulez, on peut dire ping, ce qu'on dit entre nous en tout cas. En tout cas, on est des pongistes, donc le ping-pong, on ne peut pas enlever ce terme-là, même si ça a été souvent collé à l'image loisir, mais vu que la famille tennis de table prend un petit peu l'ensemble, prenez le terme qui vous fait le plus de facilité. Est-ce qu'on est encore sur nos petits nuages à la fédération, avec ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques, notamment avec les frères Lebrun? Pas que, mais oui, notamment. Avec les frères. Oui, c'est sûr que l'été olympique a été très beau pour le tennis de table français. Il est encore beau, là l'automne arrive. Mais bon, là je vois une photo des championnats d'Europe où Alexis et Félix sont champions d'Europe en double. Alexis est champion d'Europe en simple. On est mardi, il y a 48 heures, Félix vient de gagner un WTT Champions. C'est les deuxièmes plus gros tournois mondiaux qui existent à Montpellier, donc dans leur ville natale. Donc non, la fédération, elle ne dort pas, mais elle est en train de rêver. Elle est en train de rêver et elle arrive, vous avez le sentiment, avec un tout petit peu de recul, qu'elle arrive à capitaliser sur ce qui s'est passé pendant les JO et peut-être que le jeune public arrive à suivre les pérégrinations, si je peux dire, des frères Lebrun. J'ai l'impression que les compétitions commencent à être un petit peu diffusées et surtout suivies. Ouais, depuis début 2024, avant que tout cet engouement s'emballe, on a eu la chance, voilà, la fédération, il y a un partenaire aujourd'hui, RMC Sport, qui a contractualisé avec la fédération internationale pour diffuser toutes les compétitions internationales. Les championnats d'Europe étaient sur une autre chaîne. Voilà, l'équipe qui sont des chaînes gratuites aujourd'hui, que ce soit en ligne ou directement sur la télé. Donc après, au niveau de l'engouement, on sent quand même plus 20% de licence. Si on compare le 1er septembre 2023 au 1er septembre 2024. Donc il y a un vrai engouement, autant chez les jeunes, mais aussi chez les gens qui reprennent après des années d'arrêt, beaucoup chez le public loisir. Je crois que ça va être mon cas, très clairement. Kanaté Ali, vous aussi, vous la voyez, cette embellie depuis les Jeux Olympiques? Oui, tout à fait. Moi, je suis, comme vous l'avez dit, je suis par ailleurs responsable technique au sein d'un club en Île-de-France, en région parisienne. Et oui, en effet, nous avons une explosion de nombre de licenciés. Nous sommes passés de 170 licenciés à l'année dernière à plus de 220 licenciés cette année. Donc oui, il y a vraiment un effet Lebrun dans tous les clubs. On peut le citer, d'ailleurs, ce club, parce que je ne l'ai pas cité, c'est bien Saint-Rémy. Vous êtes toujours à Saint-Rémy, Saint-Rémy-les-Chevreuses? Non, j'ai changé. Je suis maintenant au club de Thiers, tennis de table, dans le Val-de-Marne. Bon, on embrasse quand même les amis de Saint-Rémy-les-Chevreuses du côté de Thiers. Et vous avez dit, avec un boom au niveau des licenciés, vous avez le sentiment que on peut surfer sur cette vague. Il y a quelque chose qui est en train de se passer?
Oui, bien sûr. Nous, Pongis, il y a quelque chose qui se passe et on incite en tout cas tous les clubs à pouvoir profiter justement de cet engouement, de l'effet de brin pour pouvoir développer le tennis de table sur les différents territoires, mais aussi augmenter le nombre de licenciés et même développer aussi le modèle économique parce que nous, on le ressent tout de suite au club de tiers. Nous avons de plus en plus de partenaires qui sont intéressés justement à nous accompagner. Donc, bien sûr, en tant que club, nous sommes très, très satisfaits. Kanaté, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment votre passion pour le tennis de table est née? Alors, ma passion pour le tennis de table est née en Côte d'Ivoire. Donc, je suis originaire, bien sûr, de la Côte d'Ivoire. J'avais une table dans mon quartier, donc une table de ping-pong, hein. Donc, on a commencé à jouer. Et puis après, ce fut un jour, nous avons un dirigeant de club qui est passé, qui nous a dit, bon, si vous êtes intéressé, vous pouvez progresser davantage. Nous avons un club de tennis d'étape pas très loin. Et voilà. Et tout a commencé par là. 2 ans après, j'ai fait mes premières compétitions nationales, puis internationales. Et ensuite, j'ai intégré l'équipe de la Fédération internationale de tennis d'étape, l'équipe Espoir. Et après, je suis venu en France pour suivre mes études et le tennis d'étape. Donc, j'étais du côté du sud de la France, plus précisément au Krebs de Bollorris. Et puis voilà, donc j'ai continué ma petite carrière. J'ai participé à plusieurs compétitions, plusieurs championnats du monde de tennis de table. Et depuis maintenant 3 ans, j'ai arrêté les compétitions internationales pour me consacrer justement à mon métier d'entraîneur, puis de responsable technique et de dirigeant. On va en parler dans un instant, mais je vois votre sourire. J'imagine que vous avez fait allusion quand Alix vous posait la question. Les premiers échanges, ça s'est passé sur des tables en pierre ou en béton, comme on en trouvait souvent des fois dans nos quartiers, aussi en France? Oui, oui. Tout à fait, effectivement, mais c'est surtout le matériel nécessaire pour pouvoir faire le tennis de table était un peu plus compliqué. Donc, on jouait parfois avec des bois sans revêtement. Bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent souvent en Afrique, mais ce sont des choses qui sont très intéressantes parce que quand vous progressez dans ces conditions et après vous avez la chance d'aller dans des clubs, c'est beaucoup plus intéressant et ça permet justement d'accélérer une progression. Il y a toujours cet esprit, Guillaume Simonin, cet esprit très familial au tennis de table. Quand on arrive, quand on débute. D'ailleurs, on peut débuter, Guillaume, à quel âge? Vous êtes en charge de la détection des moins de 13. Vous, est-ce qu'il y a un âge idéal pour commencer le tennis de table? L'âge idéal, il n'est pas je dirais presque le plus tôt possible. L'avantage de ce sport, c'est pour ça que vous parlez de la fibre familiale, c'est qu'un petit enfant peut commencer avec ses grands-parents. Aujourd'hui, il y a d'autres sports, voilà, de catégorie de poids ou d'autres où ce n'est pas possible pour des raisons de sécurité évidentes. Mais nous, à partir du moment où il faut sortir de l'idée qu'on commence sur une table impeccable, avec des revêtements impeccables. Voilà, à Kanaté, on a un bon exemple, mais voilà, on peut aussi commencer sur la table de la cuisine, donc dès tout petit. Ouais, souvent des images qui ont tourné des frères Lebrun pour reparler d'eux, on voyait Félix qui jouait assis sur la table, complètement en couche-culotte, et qui tenait déjà légèrement une raquette. Donc on peut vraiment commencer très petit. Donc on n'est pas obligé de commencer aussi jeune que ça, mais en tout cas, dès l'âge de 3-4 ans, aujourd'hui, on est capable de faire des choses intéressantes. Et Guillaume, au-delà des compétences, qu'est-ce qu'un jeune pongiste doit avoir comme qualité s'il veut aller loin? Les qualités pour aller loin, elles sont multiples parce qu'on a un sport assez complet, je trouve. Il y en a qui peuvent composer avec une grande puissance physique, il y en a d'autres qui ont une certaine technicité, une grande habileté. Après, moi, les qualités que je fais le lien dans l'apprentissage chez les tout petits, il y a quand même cette notion de concentration qui est très importante parce qu'on a un sport très rapide. Et aussi, au-delà de la rapidité, il y a la gestion des effets, cette balle qui tourne vraiment extrêmement vite, plus vite qu'une roue de Formule 1, pour prendre un exemple quand même. Donc voilà, en fait, ces notions de concentration et d'habileté sont quand même essentielles. C'est ça l'une des principales différences, Kanaté, quand on quitte les tables en béton et que l'on joue sur des tables, donc on va dire classiques, et que l'on fait la connaissance des différents revêtements et aussi comment peut-être composer soi-même sa raquette. Enfin, il y a quand même toute une littérature, toute une partie technique que parfois le grand public ne s'en rend pas compte concernant le tennis de table. Oui, bien sûr. Et même au-delà au-delà de ça, il y a aussi des revêtements qui sont adaptés au système de jeu, au style de jeu. Donc, ce sont des connaissances à savoir. Donc, forcément, arriver à certains niveaux, nous sommes encadrés par des entraîneurs qui nous conseillent sur le type de matériel qu'on pourra avoir pour pouvoir progresser davantage. Donc, au-delà des revêtements, nous avons aussi des bois
Et c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre les différents types de raquettes en fonction des niveaux. Je pense que le Brun, si aujourd'hui ils sont à ce niveau, c'est forcément par rapport à leur talent, leur niveau de jeu, mais c'est aussi par rapport au matériel qu'ils ont pu choisir. Et je pense que le matériel a une importance sur la progression, sur le niveau d'un joueur. Ce qui fait aussi beaucoup parler, Guillaume, concernant les frères Lebrun, alors je pense plutôt à Féfé, à Félix, c'est cette fameuse prise porte-plume que l'on attribuait plutôt aux Asiatiques, alors que j'ai cru comprendre que c'était pas forcément une prise chinoise. Ça vient plutôt de Hongrie. Après, voilà, la plume, voilà, c'est prise porte-plume parce qu'elle est tenue avec les deux doigts devant, comme on pourrait tenir une plume à l'époque, donc un stylo aujourd'hui. Mais bon, c'est quelque chose, en tout cas, oui, qui était plutôt dans les pays de l'Est, chez nous, mais qui était assez marginal, qui est parti dans les années 50-60 en Chine, et donc bien sûr l'Asie. Mais les Japonais avaient une prise un peu différente des Chinois, des Coréens du Sud, enfin voilà, mais en tout cas, ils sont vraiment accaparés ça. Mais bon, en tout cas, maintenant, c'est une prise qu'aujourd'hui, les deux meilleurs joueurs au monde qui l'utilisent sont Félix, qui est français, et alors Kyudang, malgré la consonance allemande, mais il est d'origine chinoise, mais a toujours vécu en Allemagne, et donc est un joueur allemand. Et du coup, il y a, pour tous les jeunes qui répètent leur gamme, ils veulent faire justement comme ces modèles, et il y a une recrudescence de la prise porte-plume, du coup ? Ben là, on va le voir. Il y a une demande pas mal des éducateurs de clubs pour justement que la fédération fasse redonner un peu des petits conseils, parce qu'on n'a pas cette culture-là dans le tennis de table. En tout cas, dans le tennis de table français, excusez-moi. Voilà, Félix a eu un cas très particulier. Il y avait un joueur chinois professionnel qui était dans son club lorsqu'il était petit, donc il a voulu le copier. Donc les enfants vont vouloir copier Félix aussi un petit peu. Voilà, il va falloir aussi que les fabricants nous aident parce que le bois est un petit peu différent. Parce que le papa, à l'époque, il prenait une scie, il coupait un peu le bois pour qu'il soit plus court. C'est un bois qui est plus court, qui est un peu plus adapté. Et ce qui demande quand même plus de force dans la main. Donc pour les jeunes, c'est pas évident au début. Mais c'est un challenge très intéressant à relever et que chacun trouve son style. Est-ce que vous êtes surpris tous les deux, alors peut-être première question à toi, Kanaté, du succès qu'a le tennis de table, qu'a le ping-pong? Je parle sur le plan télévisuel, parce que depuis de nombreuses années, il y a des débats. Je crois même qu'on avait changé la taille de la balle pour qu'elle soit un peu moins rapide, ou peut-être pour qu'on puisse plus la voir. Et malgré tout ça, alors c'est vrai que des fois ça va tellement vite que moi je vois pas, je vous dis la vérité, mais que ça a un énorme succès à la télé. Oui, justement, c'est un énorme succès. Nous sommes très contents en tant que pongiste, hein, parce que c'est vrai que le tennis de table est un sport très très peu médiatisé. Donc, nous remercions en tout cas les frères Lebrun. Et c'est là qu'on voit que la performance aussi de nos sportifs peut avoir un impact sur la médiatisation de nos différentes disciplines. Donc, je pense que la Fédération française de tennis de table a fait un gros travail. Et puis grâce à leur travail, grâce également aux résultats de Lebrun, le tennis de table est médiatisé. Et même cette médiatisation a un impact sur les autres fédérations francophones. Hein. Moi, je suis à présent en Guinée. J'étais la semaine dernière à Dakar dans le cadre des Jeux Olympiques de la jeunesse. Et aujourd'hui, dans toutes les réunions, on parle du tennis de table. Donc nous sommes forcément très, très satisfaits et nous espérons que les résultats des Lebrun continueront pour que le tennis de table soit davantage médiatisé. Guillaume, c'était pas gagné le tennis de table à la télé. Je reviens dessus, mais c'est vrai, il y a eu des débats pendant très longtemps et je sais pas quand ça a changé encore pour la dernière fois, mais c'est vrai que très souvent on entendait, oui, c'est super pour jouer, mais par contre à la télé c'est compliqué, on voit rien. Non, on est vraiment sur la fin des années 90, début des années 2000. La Fédération internationale a changé énormément de choses, a uniformisé un peu les sols au début, a fait grossir la balle, comme vous avez dit, a changé la règle du service, qui était compliquée à remettre au tennis de table. Donc toutes ces règles ont été faites un petit peu pour rendre le tennis de table plus télévisuel, mais mine de rien, depuis 15-20 ans, les règles n'ont pas changé. Mais c'est aujourd'hui maintenant sur tout le décorum et justement pouvoir vendre un produit à la télé qui a été amené, par exemple avec la mise en place du circuit WTT qui s'est mis en place après la pandémie qu'on a connue dans les années 2020. Voilà, là il y a eu un peu plus de liens avec les médias aussi, la Fédération internationale et tout ça, vraiment travailler avec les diffuseurs pour vraiment correspondre encore mieux à leurs besoins. Et après, pour le cas français, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les performances des équipes de France et des frères Lebrun aident bien sûr, parce que voilà, en plus, il y a une histoire intéressante avec une histoire de famille. Kanaté, plus jeune, votre entraîneur était très dur avec vous. Quel a été son impact sur votre carrière et est-ce que vous êtes un entraîneur dur ? Oui, franchement, parce que j'essaie d'appliquer bien sûr ce que j'ai appris, Et oui, en effet. Et puis après, je pense que
notre entraîneur était très dur parce que aussi c'était un public aussi qui demandait cela, parce que il faudrait aussi que l'entraîneur s'adapte au public. Et c'est vrai que quand on était très jeune, on avait un groupe qui était assez têtu. Et donc, je pense que le fait que notre entraîneur soit dur nous a permis justement de se régler et de pouvoir progresser. Et voilà, donc moi je pense que c'est un modèle qu'il faut adapter en fonction du public. Et moi je pense être en tout cas entre mon entraîneur qui m'a formé et justement essayer de m'adapter, parce que c'est pas le même continent, c'est pas le même public. Et puis c'est vrai que nous étions à l'époque sur la performance. Aujourd'hui, au club de Thiers, c'est pas forcément le cas. Nous jouons d'abord un rôle d'éducateur. Voilà, nous essayons justement d'accueillir les enfants dans de bonnes conditions, de pouvoir les inculquer certaines valeurs à travers le tennis de table. Donc, évidemment, on ne peut pas être dur comme mon entraîneur l'a été avec moi, mais il est important de mettre un cadre, il est important d'avoir un règlement intérieur et que tous ces enfants, tous ces adhérents puissent se respecter. Oui, ça, c'est très important. Déjà, tout jeune, vous étiez très sportif, Kanaté, puisque vous faisiez également de la boxe et du football. Deux disciplines qui, à mon avis, étaient peut-être plus populaire en Côte d'Ivoire. Quels ont été les mots, justement, pour revenir à la question d'Alix, de votre entraîneur pour vous convaincre de faire carrière avec le tennis de table ? Oui, en effet, le football est un sport très populaire en Côte d'Ivoire et même dans l'ensemble des pays francophones, tout simplement. La chance que j'ai eue au tennis de table, c'est que le tennis de table est considéré comme un sport mineur en Côte d'Ivoire. Donc, il y a très, très peu de licenciés, d'adhérents. Pour un territoire comme la Côte d'Ivoire, à l'époque, nous étions à 3000 licenciés. Voilà, contrairement à la France qui était à 200 000 licenciés, donc vous voyez le grand écart. Et donc pour sortir du lot, c'est très simple. Donc après 2 ans de pratique, j'ai eu l'occasion de participer à mes premières compétitions nationales et internationales. Et donc forcément, on rêve. Et donc du coup, voilà, on délaisse les autres disciplines et on se concentre sur la seule discipline qui nous permet justement de voyager, qui nous permet de vivre nos différents rêves et qui nous permet aussi, voilà, parce qu'il y a aussi le volet financier. En Côte d'Ivoire, qu'on fait partie des meilleurs joueurs. Nous sommes accompagnés par le ministère des Sports qui nous octroie également une bourse. Et donc, tous ces éléments ont fait que voilà, je suis resté au tennis de table et j'ai délaissé les autres sports. Mais c'est aussi un sport qui me passionne, surtout le côté individuel, et me passionne vraiment par rapport au football ou les autres disciplines collectives. On parle de votre casquette de coach et aussi de président, de dirigeant, dans un instant, juste après la loupe c'est avec Alix. Et Alix, aujourd'hui, tu nous parles d'une rencontre inédite entre tennis de table et e-sport. Tout à fait, je peux enfin vous dévoiler de quoi il s'agit. La Fédération française de tennis de table s'associe à Solari, un célèbre club d'e-sport français, pour lancer une toute nouvelle équipe qui évoluera en départemental 4 pour la saison 2024-2025. Pour info, l'AD4, je me suis renseignée, c'est le niveau le plus bas dans la hiérarchie des compétitions de tennis de table. Ça pourrait m'aller. Il correspond à un échelon amateur, accessible aux débutants et aux équipes locales. Cette collaboration réunit deux mondes que tout semble opposer sur papier, mais qui partagent finalement des valeurs. Esprit d'équipe, convivialité, goût du dépassement de soi. Et aux commandes de cette équipe, Sakor, fondateur de Solari, passionné de tennis de table. Ses coéquipiers et lui habitués de la scène e-sport prendront le relais en compétition et partageront leur aventure sur Twitch, permettant aux spectateurs de vivre les matchs en direct. On regarde la petite bande-annonce. Depuis que je suis petit, j'ai toujours un jeu qui ne m'a jamais lâché. C'est un jeu que j'ai toujours réussi à ramener, que ce soit en commentant des parties ou même en y jouant. J'en ai marre de ne plus être top, de perdre des matchs face à des streamers. Putain, j'aurais dû la mettre. Ah, le mental de Sakor qui faiblit. J'ai donc décidé de me lancer un nouveau défi. Repartir de zéro dans un nouveau club, après 18 ans sans compétition, pour justement me prouver à moi-même que je peux encore être le meilleur. Suivez mon évolution sur ma chaîne Twitch et tous les résultats sur les réseaux sociaux. Il y aura du travail, mais je vais tout faire pour y arriver.
Ce projet a pour but de rapprocher l'univers du sport amateur, du public jeune et passionné de l'e-sport. C'est une première en France, après le succès de l'équipe française de tennis de table qu'on a évoqué aux Jeux de 2024. Ce partenariat, sans doute, surfe sur l'engouement populaire pour ce sport. C'est aussi une façon de promouvoir un sport accessible à tous. Guillaume Simonin, quelles sont les valeurs qu'on retrouve dans les deux univers ? Mais ce côté de réseau qu'on entend toujours, on joue en réseau. Aujourd'hui, le tennis de table, alors c'est un peu plus triste lorsqu'on joue avec la moitié de la table relevée et qu'on se renvoie la balle tout seul. Voilà, on dépend quand même toujours de quelqu'un. Donc cette notion d'échange, au-delà de faire, il y a l'échange de la balle, mais il y a tout l'échange des valeurs, le fait d'être entre soi, d'être un petit peu sur une communauté, parce qu'on est un sport, où il y a beaucoup de gens qui peuvent être assez addictifs. Et je pense que l'addiction peut être un point commun avec l'e-sport, avec les gens qui sont sur les différents jeux, les différentes plateformes. On a un petit peu ça aussi chez les pongistes. On a des gens qui sont très addictifs à notre sport. Est-ce que vous avez le sentiment, Guillaume, que le tennis de table devient à la mode au final ? Là, aujourd'hui, la couverture presse, le nombre de gens qui en parlent, votre invitation, on en a une preuve supplémentaire. Non, il y avait une vraie vague. C'est un des sports qui, en plus, a le plus brillé médiatiquement pendant les Jeux Olympiques. On a la chance d'être présent du premier à dernier jour de compétition aux Jeux Olympiques, vu les résultats, en plus, vu qu'on allait au bout des tableaux à chaque fois avec des médailles. Donc, aujourd'hui, il y a un vrai engouement. On voit le nombre de sollicitations. Les athlètes, aujourd'hui, sentent un nouvel engouement. Les athlètes de l'équipe de France sont beaucoup plus contactés qu'avant. Kanaté, pour qu'on comprenne bien, la balle, elle peut aller jusqu'à quelle vitesse ? En termes de kilomètre-heure, ça peut atteindre combien ? Je pense que Guillaume pourra répondre. Je n'ai pas les chiffres exacts. Parce que tout à l'heure, vous nous parlez effectivement sur les top spins que ça pouvait aller encore plus vite que la roue d'une voiture de Formule 1, il me semble. En termes de vitesse, on est à quoi ? Même si on essaie de ralentir, de grossir les balles et tout, là, on s'attend à quoi, là ? Non, aujourd'hui, la balle part toujours entre 100 et 150 km/h. Alors, une fois de plus, la vitesse peut être moins impressionnante que dans d'autres sports, mais c'est la distance qui est extrêmement courte qui fait que le temps de réaction se passe en dixièmes de seconde. Et oui, pour reprendre l'exemple, une balle qui tourne à haut niveau va tourner entre 100 et 150 tours par seconde. Donc ça va plus vite qu'une roue de Formule 1 au niveau de la rotation de la balle. Donc, Guillaume, vous l'avez dit, on l'a dit, il y a un engouement certain pour le tennis de table. Néanmoins, tout le monde ne va pas y arriver, au moins pas comme il le voudrait. Comment est-ce que vous apprenez aux jeunes à rebondir face à l'échec ? Sans le vécu, ça. On parle des jeunes ou de gens présents sur le plateau, juste pour être Non, c'est pas bien, ça. C'est pas bien. Jeunes. C'est juste pour que la note la réponse, hein. Non, mais pour les plus jeunes, vraiment au début, pour adapter, je pense qu'il faut vraiment sortir de cette idée de rester sur la table et de franchir ce filet qui est une première étape très difficile. Donc il faut passer avec des balles un peu plus grandes, des balles en mousse un peu plus lentes, des raquettes justement plus lentes, on en parlait, qui sont faites plus pour les enfants, comme on peut voir aussi dans d'autres sports de raquettes, vraiment pour faciliter les choses et déjà rentrer dans cette logique d'échange, de renvoyer des balles et une fois de plus des balles plus grosses, voire même pour commencer au début, des ballons de baudruche. Quand on commence avec les tout jeunes, l'idée est quand même de mettre en réussite pour réussir à manier cet outil, même s'il est vite après, il va faire fusion avec la main. Mais dans un premier temps, c'est un peu réussir à faire ça. On prend plus de plaisir en individuel, ou par équipe ? Je revois Kanaté me dire que c'est vrai que ce qu'il avait vraiment plu dans ce sport, c'était le côté aussi individuel. Guillaume ? Moi, j'ai été assez compétition individuelle, mais mes plus grands souvenirs restent malgré tout, une fois de plus, quand on partage avec ses amis, donc ses partenaires qu'on a eu pendant plusieurs saisons, parce que même après au niveau professionnel, les joueurs peuvent changer un peu plus de club, mais lorsqu'on arrive jusqu'à un niveau quand même très haut niveau amateur, on reste souvent un peu dans les mêmes clubs, et c'est là où on a des souvenirs quand même qui restent un peu plus forts. Kanaté, quand vous a pris l'envie justement de vouloir donner encore plus, c'est-à-dire d'entraîner, voire même d'encadrer, quitte à se former ? Oui, c'est-à-dire après avoir justement fait mes différentes compétitions, j'avais envie de m'impliquer justement sur le volet technique de ma fédération. Et donc, du coup, j'ai passé les différents diplômes d'entraîneur, notamment avec Guillaume, qui était un intervenant sur ma promotion. Puis après, j'ai passé le diplôme supérieur, donc le diplôme d'État, pour justement essayer d'apporter ma pierre à l'édifice et faire évoluer le tennis de table de Côte d'Ivoire. Et puis, au fil des choses, j'ai finalement été président de la fédération, puis président de la francophonie. Et aujourd'hui, j'essaie justement de pouvoir développer l'ensemble des disciplines sportives dans l'espace francophone.
Et Kanaté, justement, qu'est-ce que vous souhaitez léguer aux jeunes générations en termes de valeurs et de vision du sport ? Moi, je pense que c'est d'abord la solidarité, c'est d'abord parce que le sport, hein, pour moi, est un espace vraiment de solidarité. Le sport aussi est un levier justement de vivre ensemble. Et voilà, moi, je pense que dans le sport, c'est le seul domaine où je ne me suis pas senti jugé, par exemple, où j'ai vu personne juger qui que ce soit. Et justement, ce sont ces valeurs-là que je souhaite transmettre à la jeune génération. Et puis aussi, le sport aussi, c'est aussi de la santé. Donc, nous savons qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de nouvelles maladies. Et je pense que la pratique sportive, justement, peut lutter contre toutes ces maladies. Donc, j'incite justement la nouvelle génération à pratiquer davantage le sport, mais un peu plus le tennis de table. Alors, j'ai lu une étude récente, alors je ne me souviens plus exactement ce qu'elle est, mais qui disait que de manière générale, c'était les sports de raquettes qui prolongeaient le plus l'espérance de vie. Et je crois qu'en numéro 1, désolé messieurs, c'est le badminton. Mais assez rapidement, je crois qu'il y a le tennis et le tennis de table. Le tennis de table est dans le top 3. Voilà, on va être très précis. Guillaume, dernière question, s'il vous plaît. On parlait du boom en termes de licenciés. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Est-ce que ce boom, il est aussi bien pour les garçons que pour les petites filles ? Oui, c'est assez équilibré. Nous, en tennis de table, jusqu'avant la puberté, voilà, on a quand même malgré tout toujours un 70-30 pour les garçons. Je dis malgré tout parce que avant la puberté, il n'y a aucune raison. Et en termes de niveau, une fille elle peut être largement au niveau d'un garçon. C'est une fois qu'après, il y a la dominante physique post-puberté qui joue. Bon, voilà, après, on est une fédération où malheureusement, les féminines voilà, sont un peu moins présentes. On est plus entre 10 et 20% lorsqu'on passe, après, on prend la totalité. Mais chez les jeunes, là, on est sur du 70-30. Donc, moi, le jour où on sera à la parité, je serais très très satisfait. Mais aujourd'hui, il y a des sports très féminins qui attirent un peu plus les petites filles, mais on travaille sur ça aussi pour leur amener un concept aussi un peu pédagogique et esthétique différent, parce que nos tenues n'ont pas toujours été aussi adaptées pour les jeunes filles, ce que je pouvais totalement comprendre. Papa de jeunes petites filles, je le comprends tout à fait. Ouais, mais justement, quand on parlait de dominance physique, je suis un petit peu étonné. Vous parlez de la puissance des coups, de la puissance d'un coup droit, d'un revers, d'un top spin, ou vous parlez de rapidité de déplacement également ? Les deux, oui, parce que après, ce que je disais sur le niveau des balles qui tournent, par exemple, ou la vitesse des coups, tous ces coups-là sont un peu supérieurs chez les garçons. Et au niveau de la vitesse de déplacement, voilà, les garçons aussi, on a un petit peu cette puissance-là qui joue un petit peu. Voilà, le comparatif avec le tennis, c'est un peu plus décuplé dans le sens où le terrain est encore plus grand. Mais voilà, on arrive à faire différemment un petit peu dans notre sport, dans l'espace plus réduit. Mais malgré tout, cette composante-là joue un rôle après lorsqu'on est au top au niveau technique. À un moment, voilà, c'est aussi le physique et le mental, bien sûr le mental d'abord, mais qui va prendre le dessus. La décision est prise. On va répéter nos gammes avec Alix. On va vous défier, Kanaté et Guillaume. On vous montrera les images. À n'en pas douter, chers téléspectateurs. Merci infiniment, en tout cas, à tous les deux, d'avoir partagé pendant cette demi-heure, pendant cette belle demi-heure, c'est votre passion. Et encore bravo à vous, Kanaté Ali, ex-joueur, entraîneur, dirigeant sportif, coopération internationale, chevalier dans l'ordre du mérite sportif, je ne l'avais pas précisé. Et puis vous aussi, Guillaume Simonin, manager détection à la Fédération française de tennis de table. Pour les moins de 13, on se tient au courant et on se fera un petit match sur le plateau. À très très bientôt. Merci à vous. Alix. À demain. On répète nos gammes. Ouais. Il y a du taf, hein. Il y a du taf. On sera indulgent là. Tout va bien. On va progresser. Allez, excellente journée en notre compagnie. À très vite. Ciao.